Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Jean-Guillaume Dumont, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Tu commences bien, hein? Oui, mais en fait, je dirais pas aujourd'hui, je dirais cette année. 2024, c'est une année très importante pour Antidote, OK. pour Druide en général, mais pour Antidote en particulier. On prépare de très belles nouveautés. On aura l'occasion de s'en parler. OK. Ces nouveautés, on a eu un aperçu en fin d'année 2023, mais ça va être une grosse année pour C'est Druide. vrai? Oui. Fait que Jean-Guillaume Dumont, pour ceux qui nous connaissent, qui te connaissent pas, là, j'aimerais ça que tu te présentes. Et qui es-tu? Tu parles de Druide, mais qui es-tu? Donc, je suis directeur des ventes et du marketing chez Druide. Ça fait 12 ans que je travaille chez Druide. Et puis, anciennement, j'étais en enseignement. Avant ça, j'étais aussi journaliste. J'ai démarré une compagnie de jeux vidéo éducatifs. Donc, j'ai vécu plusieurs vies, un peu comme un chat, mais elles ont tout un lien un peu entre elles quand même. Et aujourd'hui, c'est ça. Je m'épanouis professionnellement chez Druide. En pré-entrevue, on s'était parlé rapidement de ton parcours pour te rendre jusqu'au, mettons, de ton parcours du début. Après ça, tu es allé comme grand frère, grande sœur, c'est tout ça? Puis après ça, tu t'es en allé. Peux-tu nous parler un peu de ce parcours-là que tu m'as dit? Ben, en fait, quand j'étais journaliste, je voulais aussi redonner un peu à la communauté. Je cherchais une cause qui pouvait correspondre à mes valeurs. Et il existe l'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Grand Montréal. Ceux qui connaissent pas, là, c'est un organisme qui jumelle des enfants, souvent de familles monoparentales, ou je pense en fait exclusivement de familles monoparentales, avec une grande sœur pour une fille, avec un grand frère pour un garçon. Et puis, c'est un engagement à long terme. C'est vraiment, à chaque 2 semaines, on voit notre petit frère jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Donc, dans mon cas, ça a été un engagement de 8 ans. Ouais. Est-ce que tu le revois encore? On s'est un peu perdu de vue. Il faut dire que sa vie était quand même pas mal rough. Donc, passé il a vécu dans la rue aussi, mais je sais qu'il est sur la rive sud maintenant, qu'il y a une petite famille, il y a un fils. Donc, ça s'est placé, mais on s'est perdu de vue parce que, c'est ça, il a vécu une vie très, très difficile une fois qu'il a quitté les centres d'accueil. OK, oh mon Dieu, OK. Puis, tu étais journaliste où, Jean-Guillaume? J'étais journaliste pigiste, j'ai travaillé au Devoir, j'ai fait différentes collaborations avec des médias, des grands médias de Montréal. J'étais journaliste pigiste principalement parce que le stress de la presse quotidienne, c'était trop pour moi. Okay. Je préférais réfléchir puis prendre mon temps à écrire des articles. Tellement que finalement, je réalisais que je n'étais pas assez productif. Donc, je disais, il faut que je trouve une autre carrière parce que au rythme où j'écris mes articles, ça va être difficile de mettre du beurre sur le pain. Fait que là, ça t'a lancé vers l'enseignement, l'idée d'enseigner. Pourquoi? Alors, quel est le lien entre le journalisme et l'enseignement primaire? C'est que dans les deux cas, ça me permettait de toucher à tous les sujets. Et c'est ce que je trouvais très, très intéressant. Puis, aussi de mon expérience comme grand frère avec mon petit frère, j'ai vraiment aimé cette relation que je pouvais avoir avec des plus jeunes enfants, leur faire découvrir le monde, leur faire vivre toutes sortes d'expériences. Puis l'enseignement primaire, j'adore ça parce qu'on n'est pas cloisonné une seule matière. Ça me tentait pas d'enseigner les mathématiques pendant toute ma carrière ou le français. Là, on peut toucher à plein de choses. L'histoire géo aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'était un changement de carrière naturel. OK. Tu as fait combien de temps comme enseignant au primaire? En fait, je peux quasiment pas dire que que j'ai vécu une longue carrière là-dedans. Là. J'ai fait mon bac, pendant mon bac, je faisais de la suppléance, donc j'ai connu ça. J'ai jamais eu de classe à moi tout seul, mais ce que j'ai pu voir dans ma suppléance, j'ai réalisé, et on le dit pas souvent pendant le bac, mais c'est un milieu de travail très, très difficile. Oui. La preuve en est un peu les négociations qui ont eu récemment. Ah oui. Et vraiment, je me suis dit, les conditions de travail n'étaient pas
était trop difficile, vraiment trop difficile. Et je trouve ça triste parce qu'une des choses qui me plaisait beaucoup aussi dans l'enseignement primaire, c'est que moi-même, comme garçon, à l'école Saint-Germain d'Outremont, j'avais mon professeur en 6e année, Gérald Coutu, le seul prof homme que j'ai eu pendant mon parcours scolaire au primaire, qui m'avait beaucoup marqué. C'était une inspiration. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître, qui ont décidé de faire une carrière en enseignement, puis il y a un prof qui les a vraiment marqués. Donc, je trouvais ça très, très motivant. Je me suis dit, je suis content d'être un homme dans ce milieu-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais c'est ça. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, est-ce que je fais 2 ans de plus à l'UQAM pour une maîtrise en éducation? Et ça peut paraître paradoxal, mais je trouvais que c'était plus facile de faire une maîtrise en éducation que d'enseigner à temps plein dans une école. Tu as fait la maîtrise, Jean-Guillaume? Oui. Je fais une maîtrise en éducation et puis ça m'a appelé à rencontrer François Boucher-Jeunesse, qui lui aussi faisait sa maîtrise en éducation sur l'utilisation de jeux vidéo éducatifs pour favoriser l'apprentissage, notamment de concepts complexes. Ouais. Les résultats de sa recherche étaient tellement impressionnants sur l'impact que ça pouvait avoir, puis c'était un impact qui était mesuré scientifiquement. J'ai trouvé ça super intéressant et inspirant. Et je voyais sur l'App Store, par exemple, à l'époque, ça commençait vraiment très, très fort, tout ce qui était applications mobiles. Ouais. Je voyais sur l'App Store que les applications éducatives étaient souvent de très, très mauvaise qualité. C'était juste des exerciceurs, de la drill. Ouais. Il n'y avait pas d'apprentissage. C'était simplement pour remâcher des choses qui étaient déjà vues à l'école. Mm-hmm. Donc, j'ai proposé à François, il faudrait qu'on démarre une compagnie ensemble, qu'on se base sur ta recherche scientifique pour favoriser l'apprentissage par le jeu. Et puis, lui et moi, on a embarqué, on a appliqué sur différentes bourses pour démarrer notre compagnie. Il a appelé Danny Joly, qui était un de ses amis du bac en génie informatique de l'Université de Sherbrooke, qui travaille chez Microsoft. Il a embarqué. Puis tous les trois, on a démarré notre compagnie. Et on a qui s'appelle ULAB, qui existe encore d'ailleurs. Oui, ça me dit quoi ça, ULAB? Oui, et le jeu vedette qui nous a mis un peu au monde, c'était Slice Fractions, qui est un jeu pour l'apprentissage intuitif des fractions. Et aussi dans l'ADN puis la philosophie de la compagnie, c'était de se baser sur la recherche scientifique et aussi de démontrer par la recherche scientifique l'impact de notre jeu sur l'apprentissage. Donc, on a fait une collaboration avec l'UQAM. Et puis, on a des chercheurs indépendants de l'UQAM qui ont mesuré les effets de notre jeu sur l'apprentissage. Et ces effets étaient vraiment très, très concluantes, très, très importants. Et donc, c'est ça. C'était un peu l'aventure Slice Fractions. Après 5 ans, et ça, c'est très triste à dire, mais faire un jeu vidéo éducatif de qualité, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très difficile de trouver un modèle d'affaires qui fonctionne. Oh. On a beaucoup de monde en éducation qui sont super motivés par des valeurs puis une volonté vraiment de redonner, d'enseigner, d'apprendre. C'est très beau, mais on se rend compte finalement que des fois, il y a la réalité financière, économique qui vient mettre des bâtons un peu dans les roues. Et c'était le cas un peu avec Slice Fractions. Un succès incroyable. Le jeu existe encore. Les évaluations sont au plafond. Ça a été mis en vedette par Apple plusieurs fois. Meilleure app 2014, je pense. On a eu plein de prix. Fait qu'on a, en apparence, un succès d'estime absolument incroyable, mais financièrement, c'était très, très difficile parce que justement, on voulait faire un jeu de qualité. Après 5 ans, à cause du modèle d'affaires, j'ai dit à mes associés, je retire mes billes, j'ai revendu mes actions à mes associés qui ont poursuivi l'entreprise. Et aujourd'hui, l'ULAB, François a trouvé des nouveaux investisseurs. Il y a une nouvelle application qui s'appelle MathMakers qui permet de voir plus que les fractions. Et ça fonctionne très bien. Oh. Puis après, suite à cette aventure-là avec ULAB, tu as rencontré la compagnie Druid, dans le fond, qui était un partenaire, c'est ça que tu me disais? En fait, ça va être drôle de dire ça parce que je travaille chez Druid, l'éditeur d'Antidote, avec un français soigné, mais en réalité, le français, c'était ma bête noire à l'école. J'avais des notes
catastrophique dans les dictées, mais catastrophique, Ah ouais. tout au long du primaire, tout au long du secondaire. Et je vous dirais même, il ne faut pas le dire trop fort, mais même en journalisme, heureusement, il y avait des réviseurs qui corrigeaient mes textes avant la publication. Mais quand j'ai décidé d'aller en enseignement, je me suis dit, je ne peux pas enseigner devant une classe, devant un tableau des élèves, puis faire des erreurs. Pour moi, c'était... Donc, j'ai suivi des cours d'autodidactique en français pendant tout un été. J'ai travaillé pour réussir l'examen, le test de certification en français écrit qui est obligatoire. Oui. J'entendais les rumeurs, je savais qu'il était super dur, fait que j'ai vraiment travaillé très fort. Il est fort. Et où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que une des choses que je faisais, je prenais un recueil de dictées de Bernard Pivot. Pour les plus anciens, là, se souviendront que c'était un animateur français spécialiste de littérature. Il y avait une célèbre dictée Bernard Pivot. Il y avait un recueil. Alors, ce que je faisais, c'est que je lisais les dictées, je m'enregistrais avec mon ordinateur, j'en enregistrais plusieurs. Et ensuite, pour pas avoir l'odieux d'avoir quelqu'un qui me lit une dictée et corrige mes fautes, je trouvais ça très, très humiliant. Je me réécoutais lire les dictées et je faisais moi-même la dictée. Wow! Et là, qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, j'ai découvert que quand on n'était pas jugé sur les fautes qu'on faisait et qu'on avait une approche vraiment de curiosité par rapport à la langue française, j'ai découvert des trésors de la langue française, du vocabulaire, je trouvais ça intéressant. Je creusais les règles de grammaire, pourquoi il y avait un accord, fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Donc, je reviens sur mon bac en enseignement. Quand j'ai commencé mon bac, je me suis préparé. J'ai réussi du premier coup le test de certification en français. Gros soulagement. J'avais atteint enfin un niveau acceptable. Par contre, mes collègues, je voyais beaucoup de gens autour de moi qui étaient très stressés. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont recommencé parfois 5, 6, 7 fois. C'était vraiment, vraiment terrible. Et comment veux-tu aimer la langue française quand tu es constamment mis en face de tes échecs? Donc, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai vécu quelque chose d'agréable avec ces dictées-là. J'ai voulu revaloriser la langue française auprès de la communauté étudiante, spécialement en enseignement. Alors, j'avais cette idée de faire des dictées en ligne. Quand je me suis impliqué dans l'association étudiante à l'époque, l'AEPEP, et j'ai rencontré Éric Fournier, qui était le président de l'association. Bon, la vie est dure, hein? Éric, peu de temps, un an à peu près après qu'on se connaisse, pendant son stage en enseignement, il est décédé d'un malaise cardiaque alors qu'il faisait du vélo. Ça a été un choc évidemment pour toute la communauté qu'il connaissait bien à l'UQAM et tout. Donc, en honneur de sa mémoire, quand j'ai fini par concevoir tout le projet de dictée en ligne, j'ai décidé de donner son nom au projet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait la dictée Éric Fournier. Oh. Ça permettait que son nom ne soit pas oublié à l'UQAM et puis que ça me permettait de commémorer à chaque fois sa contribution à la communauté. Alors, c'est ça. J'ai démarré la dictée Éric Fournier. J'écrivais des dictées, je les enregistrais, j'ai publié en ligne, tout était gratuit. Et puis là, je suis arrivé avec une situation particulière, c'est que c'était bien difficile de retaper les définitions des dictionnaires. Ça serait vraiment pratique si j'avais du copier-coller. Ça me permettrait de mettre les corrigés en ligne plus facilement. Ben oui. Quel dictionnaire électronique existe? Oui. Et là, j'ai pensé à Antidote. Mais je ne peux pas copier comme ça de manière éhontée sans demander des droits et une autorisation quelconque. Donc, j'appelle, je dis, voici mon projet, tout ça. Je fais des dictées en ligne pour la communauté, pour les étudiants d'enseignement. Est-ce que vous me permettez de reproduire votre texte? Voici dans quel contexte et tout ça. Et puis, ils m'ont dit, pas de problème, on peut commanditer aussi ton événement. Donc là, j'ai commencé avec ça. Il y avait des dictées en ligne, les définitions, les explications grammaticales venaient d'Antidote. J'avais même une linguiste d'Antidote qui m'aidait à composer les explications des différents pièges. Wow. C'est vraiment une aide très précieuse. Et puis, ils étaient commanditaires de la dictée Éric Fournier en donnant des logiciels à la communauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer Druid. C'est comme ça qu'eux m'ont vu travailler aussi. Et puis, au bout de mes études, parce que j'ai travaillé pour la dictée Éric Fournier pour ce projet-là pendant de nombreuses années, à la toute fin de mes études, André Dorsonance, le président et chef de la direction de Druid, est venu me voir puis il m'a dit, écoute, tu as fini tes études, est-ce que tu veux travailler chez nous? On aurait un projet pour toi.
Alors, j'ai démarré en même temps ma start-up en jeux vidéo et en même temps, je travaillais chez Druid. Tu avais les deux? OK. Pendant 5 ans. Wow. Ouais. Alors, ouais, c'était une très, très belle aventure. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé chez Druid. Tu fais quoi concrètement, ton travail, là? En ce moment? Oui, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah ben, je ne pense pas que ça intéresse tant que ça des enseignants, mais je travaille aux ventes et au marketing. Donc, les ventes, j'ai pas besoin de trop expliquer ce que c'est. Le marketing, par contre, j'en profite quand même pour dire qu'on a une approche marketing assez particulière. C'est beaucoup axé sur l'éducation. Tiens. On a un logiciel qui a une profondeur et une richesse énorme. Et souvent, quand on rencontre les utilisateurs, quand on rencontre les clients, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas que le logiciel peut faire. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des dictionnaires ou qui ne connaissent pas tous les guides linguistiques. Et là, on réalise qu'il y a un gros travail d'éducation à faire auprès de notre clientèle pour leur expliquer voici ce que vous pouvez faire. Donc, j'ai toute une équipe j'ai des rédactrices qui écrivent des articles de blog pour donner des astuces et conseils. On a comme ça un marketing orienté beaucoup vers l'éducation. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et là, Druid, parce qu'on s'est parlé via EdTech, hein? Oui. Ouais, puis j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure EdTech, mais honnêtement, je ne sais pas encore où je m'en vais clairement avec cette association-là, parce que peut-être pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas EdTech, c'est une association qui a été Druid est une des entreprises cofondatrices de cette association-là. Ça a commencé, je pense, il y a 5 ans déjà, maintenant, ou 6 ans. Okay. Un regroupement d'entreprises qui ont pour vocation de développer des ressources numériques éducatives. Donc, il y a un petit jeu de mots EdTech avec le Q pour Québec, parce que c'est une association québécoise. Et ce que j'ai trouvé très, très stimulant avec cette association-là, c'est que ça regroupait autant des entreprises plus matures comme la nôtre que des petites entreprises, des startups. Et c'est incroyable le nombre de gens qui viennent du milieu de l'enseignement. Oui. Dans leur milieu, dans les écoles et tout ça, sont capables d'identifier un problème et ils imaginent des solutions numériques pour résoudre ce problème-là. Et ils se disent, je veux aider la communauté, je voudrais créer un produit qui vient régler ce problème-là parce que je sais que c'est un vrai problème. Et il y a plein de gens dans la communauté tech qui ont démarré des entreprises, mais en fait, ils viennent de l'enseignement. Et j'ai trouvé ça intéressant que des entreprises plus matures puissent aider, accompagner, conseiller des plus jeunes. Et puis en même temps, les entreprises plus matures, elles sont, comme Druid, on est stimulé un peu par le bouillonnement d'idées. Maintenant, l'association, je pense qu'ils ont presque 100 membres. Donc, c'est 100 entreprises du Québec qui sont dans le domaine des EdTech et on a tendance à l'oublier. Les EdTech, ce n'est pas que Apple, Google, c'est quoi les autres grosses compagnies, Microsoft. Il y a aussi tout un réseau, tout un écosystème québécois qui développe des ressources québécoises avec les référents québécois et, il faut bien le dire, avec des ressources en français et non pas d'origine américaine, en anglais, traduite ou mal traduite en français ou avec des programmes qui sont pas adaptés. Je pense par exemple à Scolab qui développe NetMath et aussi maintenant NetMath et Net Français, je pense. Mais ce sont des cursus d'activités interactives basés sur le programme québécois. On ne va pas demander à une entreprise de Californie de faire ça. Non, mais non, absolument impossible. C'est tout l'intérêt de cette association et c'est pour ça qu'on est membre et qu'on la soutient. Il y a même la gang il y a Oplan, la gang d'Oplan aussi. Oui, super dynamique de Québec. On sent 2 pôles, hein, Montréal, Québec. Et ça bouge pas mal aussi à Québec. Moi, je suis au centre du Québec. Fait que je suis entre les deux. Fait que je me prononce. C'est ça, je fais le lien. Mais c'est ça, je suis embarqué dans la communauté. J'avais parlé avec Julie, là, qui est la DG, là, en fait. Là, puis elle m'avait convaincu de mettre mon nez là-dedans, d'être membership. Puis j'avais envoyé un appel à tous, voir s'il y avait... Parce que je veux connaître la communauté tech, mais étant donné mon travail de prof, qui est de jour, j'ai pas l'occasion de faire le réseautage que Tech propose dans leurs infolettes. Et je me dis, hey, mais
pourquoi, si je ne suis pas capable de m'y rendre, pourquoi je ne pourrais pas inviter des personnes à venir? C'est là que j'ai envoyé dans le Slack l'espèce d'appli mobile que Tech qui a une place là. Puis j'ai envoyé l'invitation. Puis tu étais un de mes premiers à avoir répondu présent, là, que ça te tentait de faire ça. Fait que je suis vraiment content. On a juste plusieurs mois avant de trouver une plage horaire qui nous corresponde. Mais oui, j'étais un des premiers. Surtout, je vais te dire, Jean-Guillaume, là, moi, j'ai eu un... je suis maintenant dans une nouvelle école et l'école où j'étais avant, c'était une école qui avait besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Fait que là, on dirait... Tu sais, j'ai dû mettre le cancre pédagogue au ralenti pour me consacrer plus, de mettre plus d'énergie pour mes élèves. Puis c'est drôle parce que là, on est présentement au mois de février, là, au moment où on enregistre le 8 février, puis le balado va paraître en fin de semaine. Habituellement, c'est super, hein? Parce qu'habituellement, j'ai comme un mois et demi d'avance. Puis là, à cause, parce que mes élèves avaient besoin d'aide, j'ai mis beaucoup plus d'énergie sur mes élèves. Fait que le cancre pédagogue, je l'ai comme mis de côté. Mais quand j'ai reparti la machine, j'ai fait exprès. Je l'avais mis comme, mettons, au 29 janvier, disant je vais avoir le temps, je vais être dans mon transfert, je vais être capable de faire d'autres entrevues, trouver d'autres invités. Puis ça n'a pas été le cas. Là. Fait que t'es chanceux. Fait qu'on enregistre le 8, puis je t'annonce tout de suite, ça va partir lundi prochain. Excellent. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention pédago numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Verniard, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention pédago numérique, c'est un rendez-vous. Votre balado pédago. Si on parlait, parce que Druide, moi, je le connais depuis que je suis au cégep. Là. Druide, je sais pas, le secondaire, je pense pas que je n'avais entendu parler. Ça fait un sacré bout de temps que ça existe, là, Antidote. Antidote, oui. Donc, la première édition était en 1996, c'est ça. Un autre siècle. Et puis, la compagnie, elle a été fondée en 93. Donc, ça fait juste un peu plus que 30 ans que la compagnie existe. Et puis... voilà, ça fait plus de 25 ans que le logiciel existe. Oui, mais c'est ça. J'ai connu justement dans ces moments-là, parce que c'est ma dernière année de cégep puis mon début d'université. Puis je trouvais ça très pratique à l'époque. C'était pas la grosse bombe ce qu'on avait. Là. Tu sais, les ordinateurs, c'était du Windows 98 puis 95, 98. On s'entend que c'était pas... fait que c'était réussir à interférer... un produit quand même assez volumineux, je pense, là, à l'époque. Là. C'était un gros logiciel, ça, le Druide, là. Oui, c'était un gros logiciel. Oui, enfin, c'est relatif, hein, parce que ça tenait sur des disquettes au début. Ouais. Il fallait rentrer 8 disquettes les unes après les autres pour installer le logiciel. Ouais. On est passé au CD-ROM, mais non, on est exclusivement en téléchargement. Oui, non, il y a quand même pas mal de ressources. Les gens peuvent être étonnés de la taille du logiciel, mais il y en a dans le coffre. C'est quand même 10 dictionnaires avec des millions de co-occurrences, plein de synonymes. C'est très, 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 très riche. Et en plus, il faut aussi avoir toute l'infrastructure logicielle en intelligence artificielle pour traiter tout ça. Parce qu'on parle de l'intelligence artificielle beaucoup en ce moment avec ChatGPT, mais en fait, on fait de l'intelligence artificielle depuis les premières années. Parce qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle symbolique, qu'est-ce que c'est que le symbolique? C'est à partir de règles. Par exemple, si un nom remplit toutes ces conditions pour être un sujet, à ce moment-là, le verbe s'accorde avec le nom. Donc, c'est une série de règles comme ça, mais ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle. C'était dans les premières années. Ensuite, on est arrivé avec l'intelligence artificielle statistique. C'est plus connu sous l'expression big data. Ouais. Donc, on va prendre des mégadonnées. Ensuite, ça nous permet, par exemple, tous les dictionnaires des co-occurrences, donc les mots qui co-occurrent le plus souvent ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette grande analyse statistique, repérer les co-occurrences, déterminer un ensemble
de liens, de règles, pas de règles, mais de liens. Donc ça, c'est une autre forme d'intelligence artificielle qu'on utilise depuis des années. Et là, on arrive, et c'est le grand boom, on n'entend parler que de ça, l'intelligence artificielle neuronale générative. Et ça, on avait commencé déjà à le faire avant ChatGPT, c'est-à-dire qu'on était capable, avec de l'apprentissage profond, de pouvoir commencer à suggérer un endroit où placer une virgule, faire des corrections de rupture, des choses comme ça. Mais avec les grands modèles de langue, tout a changé. C'est que là, cette troisième type d'intelligence artificielle neuronale, elle a évolué vers le génératif. Et là, on a embarqué à fond là-dedans. On a investi énormément d'argent pour bâtir à partir des grands modèles de langue. Et ensuite, parce que souvent, ça utilise beaucoup de données qui sont soit en anglais américain ou en français de France, mais on a voulu faire un affinage pour que les résultats qui sortent soient le moins possible avec des hallucinations, comme on voit beaucoup avec d'autres chatbots d'intelligence générative. Donc, diminuer les hallucinations, faire en sorte que, selon nos paramètres de préférence, par exemple, si on préfère, nous, linguistiquement, on est dans la région du Québec au Canada, donc on va dire un courriel, on ne va pas dire un email comme en France. Mais on va vouloir que les résultats qui soient générés respectent nos préférences. On va vouloir avoir l'orthographe rectifiée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise la puissance de l'intelligence artificielle générative, l'apprentissage profond, et avant de donner le résultat à l'utilisateur, on va passer comme ça une couche d'affinage avec notre propre potion magique antidote pour que le résultat soit sans faute, pour que le résultat respecte les paramètres de l'utilisateur. Et on est en plein là-dedans. Je disais que c'était une très grosse année, 2024, mais tout ce que je vous dis, c'est déjà disponible depuis décembre 2023, donc il y a à peine quelques mois, avec Antidote Web, qui est la version infonuagique d'Antidote, qui est accessible pour les gens qui ont Antidote Plus ou pour les organisations scolaires qui ont Antidote Web. Et pourquoi c'est que dans Antidote Web pour le moment? C'est qu'on peut le tester. On est en phase bêta. Okay. On fait un grand bêta-test à grande échelle pour que les gens l'utilisent à fond, qu'on puisse voir comment si ça fonctionne bien, ça répond bien aux besoins. Et une application infonuagique est beaucoup plus facile à mettre à jour. Donc, en ce moment, on est en train de faire cette expérience-là, améliorer notre application en prévision de la grande prochaine édition d'Antidote qui arrivera prochainement. Je ne donnerai pas de date, mais les gens sont capables de comprendre. Wow! OK. J'ai deux questions. Oui. La première question qui vient à l'esprit, c'est que tu dis que l'intelligence artificielle existait déjà, mais est-ce que Druid ou Antidote en parlait de ça, ce terme-là, intelligence artificielle, ou c'est arrivé au même moment où il y a eu le buzz avec ChatGPT, mettons? En fait, c'est des termes qui existaient déjà dans les papiers scientifiques de recherche en linguistique, mais il n'y avait pas, probablement c'était quelque chose qui était tellement pas connu de la population que d'un point de vue marketing, ça servait à rien de parler d'intelligence artificielle. De toute manière, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était un correcteur qui corrige. Alors, dans le discours public, il suffisait de dire qu'on a un correcteur, des dictionnaires, des guides linguistiques, et ça faisait très bien le travail. Les spécialistes et tout ça, ils pouvaient reconnaître que cette programmation, ce type de programmation, c'était de l'intelligence artificielle. Mais c'était pas aussi... c'est génératif. C'était pas dans le domaine public, vraiment. Ça, c'est ça, c'était plus caché. Mais puis ma deuxième question va paraître un peu étrange, mais est-ce que dans le fond, ChatGPT vous a pas botté le derrière pour aller plus loin? Est-ce que vous avez été ses talons avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je connais pas encore tout à fait le monde ChatGPT, puis puis la raison pourquoi je discute avec toi, c'est parce que je suis curieux par rapport à Druid. Je me demandais voir si vous n'avez pas été en réaction vu le buzz. Dire, OK, il y a un buzz là, on rentre là-dedans. Là. En fait, on avait commencé avant. Okay. Il y a le laboratoire Mila, que vous connaissez sans doute, avec Yoshua Bengio, qui est hyper connu. C'est une sommité internationale et on est très fiers de pouvoir compter sur sa présence à Montréal, qui dirige le laboratoire Mila à l'UDM, spécialisé en intelligence artificielle. Et on a même, pour vous dire, là, investi, on s'est engagé à faire un don d'1 million de dollars à pour le fonds Druid en recherche en développement.
J'ai oublié le terme final, mais bref, un fonds pour soutenir la recherche je vais le retrouver tout à l'heure, en analyse de texte, pardon, et avec des bourses pour les étudiants les plus prometteurs. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille en collaboration avec Mila. Mais ce qui s'est passé, c'est que, et nous, on le voyait, on est toujours au courant, on est à l'affût de ce qui se passe en nouvelles technologies. On vit par les nouvelles technologies. On voyait ce qui se passait avec les grands modèles de langue. Ça fait longtemps que le laboratoire Mila travaille avec les grands modèles de langue. Donc, on avait déjà commencé ce travail. Mais là où ça a tout changé, c'est la puissance médiatique énorme dont a bénéficié ChatGPT, un produit avec une interface qui est quand même très simple, donc extrêmement facile à approcher, une couverture internationale sans précédent. Je ne sais pas combien ça vaut en marketing, tout ce qu'ils ont eu comme couverture, mais c'est fou. Impressionnant. Et alors, est-ce que ça nous a, je reprends ton expression, botté le derrière? Mais on avait déjà commencé à courir. OK. Mais, disons qu'on a passé la 5e, on a accéléré notre pas de course. Ouais. Puis c'est un peu ça. Quand même, l'avantage de la concurrence, c'est aussi ça. Et peut-être même que ça nous sert. Parce que justement, ça a permis de mettre en avant l'intelligence artificielle. Ça a permis aussi de soulever beaucoup de questions que les gens se posent sur la sécurité des données. Rien que pour ça, il faut savoir que Druid, pour tout ce qui est moteur, pour tout ce qui est intelligence artificielle reformulation, ça ne passe pas par les serveurs de ChatGPT, ça ne passe pas par les serveurs de Microsoft avec leurs propres solutions. Okay. On ne paye aucune compagnie tiers. C'est entièrement sur nos serveurs. Wow. Donc, en termes de sécurité, on contrôle 100% de ce code-là. Et ça, c'est un argument qui est très positif pour nous parce que les gens se posent des questions, sont inquiets de savoir, bon, ben, j'ai un courrieleur qui me propose d'écrire ça. Il y a certains courriels qui sont pour des entreprises très, très sensibles. Est-ce qu'on veut vraiment que ce courriel passe par ChatGPT ou qu'il passe par Microsoft, etc.? Donc, là-dessus, c'est un avantage. Et l'autre chose, c'est que ça a permis, cet impact médiatique a pu avoir un effet sur l'éducation de la population en général, sur les possibilités, sur les dangers. On entend tout le temps parler, surtout en éducation, les hallucinations de ce type-là de moteur, pas de moteur, mais de génération de texte. Ils inventent des données, ils inventent des références scientifiques. Ma conjointe est médecin, elle a testé quelques trucs et il y avait des papiers, des références en médecine complètement inventées. Et ça doit se retrouver dans plein de domaines. Alors, dans cette situation-là où, bon, c'est bien pour brainstormer, faire une tempête d'idées, d'accord, mais si je veux des informations fiables, c'est là où on peut se retourner vers des dictionnaires avec une équipe de linguistes chevronnés qui vérifient les définitions avec un travail rigoureux. On a besoin comme ça, dans un univers où tout va vite et puis les textes sont générés par une boîte noire, on va dire. C'est quand même agréable d'avoir une référence fiable. Et puis, nous-mêmes à l'interne, on a fait des tests comparatifs sur les corrections. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai corrigé mon texte comme ça avec ce moteur, ce générateur de texte. » Est-ce qu'ils savent vraiment que c'est bien corrigé? Ils n'ont rien vu. Ils rentrent un texte, ils sortent un texte. Qu'est-ce qui a changé? Ben, tu ne le vois pas nécessairement. Tandis qu'avec Antidote, quand Antidote repère des erreurs, il y a toujours une action de l'utilisateur pour valider les choses, comprendre. Et c'est ça qui est très important. La fonction de reformulation qu'on a introduite en décembre, ce n'est pas prends une phrase, reformule-la et c'est tout. La reformulation apparaît sur le côté et l'auteur du texte peut vérifier est-ce que c'est fidèle aux idées que je veux exprimer. Et on a travaillé très fort pour que la reformulation soit fidèle au texte. Est-ce que la reformulation me convient? Ah non, je vais en demander une autre. On peut en demander plusieurs comme ça. Est-ce que peut-être que sur la reformulation, il y a 3 choses qui sont changées dans ma phrase? Je vais peut-être en prendre juste 1 ou 2 de ces choses-là. Donc, il y a vraiment un contrôle sur le contenu. De la même manière que quand Antidote révise un texte, j'ai beaucoup
il y a beaucoup de clients qui disent « Ah, mais j'aimerais ça un bouton tout corriger. » Mais c'est important, ne serait-ce, puis là je parle à des éducateurs, j'imagine, avec ton émission. C'est important qu'au lieu de tout corriger, peut-être que c'est une occasion d'apprendre. Parce que chacune des erreurs, non seulement elle est soulignée, il y a une infobulle qui donne des explications. L'infobulle n'est pas suffisante. Je clique, j'ouvre directement la grammaire à la bonne page. J'ai toute la règle, tout ce qu'il faut savoir, des exemples concrets. Ah, la règle des adjectifs de couleur. Mais je tombe sur une règle, par exemple, pourquoi citron s'accorde ou pas. Bien ensuite, j'ai les règles qui sont à côté. Puis là, je peux naviguer et voir les 6 ou 7 règles qu'il y a sur les adjectifs de couleur. Joignez-vous au 42e colloque de la COPS les 26, 27 et 28 mars prochains pour une expérience éducative exceptionnelle. Compétences transversales et programmation, un atout favorable en éducation. Découvrez l'art de fusionner les compétences transversales avec le monde de la programmation, guidé par Karine Fournier et Frédéric Jean. Une conférence captivante qui promet d'insuffler une nouvelle énergie dans l'éducation. Explorez les synergies entre les compétences transversales et la programmation pour créer un environnement éducatif stimulant et propice à la croissance. Que vous soyez éducateur, administrateur scolaire ou simplement passionné d'éducation, cette conférence vous offre une opportunité unique de repenser l'apprentissage et de cultiver des compétences essentielles pour l'avenir. Réservez votre place et soyez prêts à transformer votre approche éducative. Pour de plus amples informations, visitez le acops.qc.ca. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est toute la notion de sécurité derrière que tu as mentionné, parce qu'on se pose encore beaucoup de questions. D'ailleurs, la COPS veut en parler de tout l'aspect sécurité, mais vous l'avez compris chez Druide, c'est ce que je comprends, là? Oui, mais ça fait partie, on va dire, du cahier de charge initial. C'était dès le début dans nos préoccupations, oui. Bien, c'est rassurant d'entendre ça parce qu'à la fois, tu sais, je dis ça parce qu'on s'était parlé il y a quelques mois, là, puis tu m'as annoncé ça, là, que l'intelligence artificielle était sur le point d'arriver chez Druide, puis tout ça, puis on avait parlé... tu m'en avais parlé des grandes lignes là, chez Druide, là, mais de savoir que, OK, là, on est dans un milieu plus contrôlé, puis on est plus... Il y a une relation de confiance qui se fait aussi avec Druide. Mais cette sensibilité-là de la confiance, j'ai toujours cette question-là, si ça peut dérailler. Fait que c'est vraiment safe, votre intelligence artificielle? Ça peut pas dérailler? Précise-moi ta pensée. Comment tu vois ça dérailler? Parce que, tu sais, il y a encore... Je vais essayer de préciser du mieux que je peux. Tu sais, il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Hein? Fait qu'on ne sait pas, nous, l'intelligence artificielle, elle va où? Elle va chercher des informations comment? Elle va chercher où? Puis tu sais, Jean-Guillaume, tu m'as parlé toi aussi, là, tu sais, qu'il y a des informations erronées. Tu me dis que Druide n'en a pas. Elle va chercher... En fait, je vais te dire pourquoi on n'en a pas. Oui, c'est ça que je veux savoir. On ne génère pas du contenu original issu d'une commande de texte. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les idées qu'il y a dans les phrases, les idées qu'il y a dans le paragraphe et les informations qu'il y a dans le paragraphe. Et on respecte, il n'y a pas de comment je pourrais dire, il n'y a pas d'informations qui viennent d'ailleurs. On ne va pas chercher ces informations-là sur Internet. On se base sur le texte. Et c'est là où, d'un point de vue, tu parles de sécurité et risque de dérapage, mais les idées, le contenu, c'est l'auteur qui les a produites. OK, ben oui. T'as raison. Donc, à ce moment-là, c'est moins un problème. Oui, tout à fait. OK, merci de l'éclaircissement. Puis, est-ce que... je ne sais pas si tu vas vouloir me répondre. Là, tu me dis qu'il va se passer bien des affaires en 2024. On est-tu dans le secret des dieux encore ou tu peux dévoiler un peu? Ouais, je dirais que ceux qui connaissent bien Druide et ses cycles de développement peuvent voir historiquement comment on fonctionne. Voilà. OK. Fait que comment... OK, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va être patient. Puis, parce que, écoute, je connais Druide, là, mais je suis pas approfondi là-dedans, mais
On va garder contact, Jean-Guillaume. Moi, je dirais aux gens, allez sur antidote.info, regardez les nouvelles pour voir quand est-ce qu'on a annoncé des nouvelles éditions. Et puis, vous verrez un peu le rythme historique. Mais voilà. Et je pense aussi qu'il faut retenir une chose, c'est que lorsqu'on sort une nouvelle édition, c'est quand elle est prête. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de nous engager de manière ferme et de dire oui, ça sera telle date. Ça va sortir quand ça va être prêt. Mais bon, on a une bonne recette et puis c'est souvent avec un cycle similaire. Mais je voudrais pas décevoir des gens. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais, c'est clair. Mais ouais. Pourquoi je te cuisine un peu? C'est parce que je voyais des diamants dans les yeux. Là, je me disais, oh, ça a l'air. On a aussi d'autres surprises. C'est vrai? Oh. Ah ouais. Il y a d'autres surprises dans les cartons. Ça va être une très, très grosse année. Dieu merci, j'ai des équipes formidables. On est, je pense, au dernier décompte, 114 maintenant, 114 druides et druidesses dans l'entreprise ici, basée au centre-ville de Montréal. Et puis, c'est très excitant de pouvoir compter sur autant de talents, parce que ça permet de créer des projets toujours plus fous, toujours plus ambitieux. Quand j'ai commencé chez Druid, on était une 50aine. Donc, j'ai pu voir l'évolution. Des fois, on pouvait avoir des idées il y a 10 ans, et puis on s'est dit, il n'y a pas assez de gens pour les réaliser. Aujourd'hui, c'est bien différent. Oh, OK. Là, je vois pas le dessin, mais je vois le chemin. C'est intriguant. J'ai hâte d'en savoir plus parce que le cancre pédagogue est un naturel curieux. Là, fait que puis l'effervescence de tout ce qui est par rapport à l'apprentissage puis les nouveautés, ça vient me chercher énormément. Fait que là, tu me titilles, puis pas à peu près, là. Faut que je dois te dire. Mais quand même, je dirais, je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'Antidote qu'une des nouveautés majeures de la prochaine édition, donc appelons-la Antidote 12, si c'est son vrai nom, c'est la première fois qu'on donne accès public à notre clientèle, à une fonction majeure avec Antidote Web et la reformulation. Donc ça, c'est ceux qui veulent, comme toi, qui sont curieux, qui veulent avoir un indice sur ce qu'il va y avoir, c'est mieux que ça, vous pouvez déjà l'utiliser. Ouais. Et j'en profite aussi pour signaler, parce que tu me parlais de l'inquiétude que les gens peuvent avoir et tout ça. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que Antidote Web, ça a aussi été conçu spécifiquement pour le réseau scolaire. Et là-dessus, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a la possibilité pour les organisations scolaires qui sont abonnées à Antidote Web de bloquer certaines fonctions, comme la reformulation. S'il y a un prof qui n'est pas à l'aise avec la reformulation et qui veut avoir vraiment le texte de son élève sans reformulation et tout ça, hop, on décoche la fonction reformulation dans les outils de gestion et la fonction est enlevée. S'il y a un professeur qui dit, et on a eu des demandes, je m'en souviens, quand Antidote Web n'existait pas, les écoles nous disaient, ouais, mais nous, on voudrait, pour des examens, par exemple, bloquer le correcteur. On veut juste le dictionnaire. On ne pouvait pas le faire avec l'application qui s'installait sur leurs ordinateurs. Aujourd'hui, avec Antidote Web, il y a tout un panneau de fonctions qu'on peut bloquer. On peut bloquer le correcteur, on peut bloquer les dictionnaires, on peut bloquer les traductions dans les dictionnaires. Je rappelle aux gens qui ne le savent pas encore, mais Antidote, c'est aussi disponible en anglais et en français, et on a un dictionnaire anglais-français. On peut décider, par exemple, pour une période temporaire, pour un examen, pour des projets à l'école, bloquer certaines fonctions. Donc, pour ceux qui sont inquiets et qui se disent « Oui, mais bon, l'intelligence artificielle, moi, je veux vraiment pas que ça mette les pieds dans ma classe, donc je voudrais pas Antidote Web. » Mais au contraire, je vous dis, vous avez encore plus de contrôle avec Antidote Web. Vous pouvez bloquer ces fonctions-là si vous le voulez pour des examens ou différents projets. Et voilà, je fais des petits liens entre tout ça, mais si tu veux, on peut revenir sur ta curiosité de la prochaine édition. C'est clair. On va rester en communication, c'est clair. Mais
sais-tu quoi? C'est parce que je t'écoute de ton dernier énoncé, là, ce que tu viens de m'énumérer, mais dans le fond, ça vient de m'éclairer sur quelque chose que j'avais posé comme question à mon centre de service scolaire, parce que, tu sais, on parle de plus en plus des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, puis on parle aussi d'élèves qui ont beaucoup de difficultés. On a le word queue, si on veut, là, tu sais. Alors là, tu m'amènes sur un sujet super intéressant parce que, encore une fois, pour le scolaire, je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est comment tout ça peut m'être utile, c'est comment cette conversation peut m'être utile comme professeur et tout ça. Ouais. Quand j'ai commencé chez Druide, un des problèmes, c'est qu'on avait, avant ça s'appelait des commissions scolaires ou des écoles qui achetaient des licences, et les licences, on ne pouvait ne les installer que sur les ordinateurs qui appartenaient à l'établissement scolaire. Exact. Là, on avait des problèmes parce qu'il y a des élèves qui étaient en difficulté, qui avaient leur propre portable ou qui avaient besoin d'outils comme Antidote chez eux à la maison. Ouais. Et les établissements scolaires n'avaient pas le droit d'installer l'application sur des ordinateurs qui ne leur appartenaient pas. Et ça a été une autre révolution introduite par Antidote Web parce que maintenant, la licence n'est plus liée à un ordinateur, elle est liée à une personne. Donc, un établissement scolaire peut prendre un abonnement pour tous ses élèves et les élèves peuvent l'utiliser dans n'importe quel environnement. Ça fonctionne même sur un téléphone. Donc, ils peuvent l'utiliser sur les ordinateurs de l'école, ils peuvent l'utiliser chez eux à la maison, au chalet de leurs parents, sur leur téléphone, ils ont accès au dictionnaire. Donc, ça aussi, ça a été une autre révolution avec Antidote Web qui permet vraiment d'offrir un produit. On essaie le plus possible, on est toujours à l'écoute de nos clients qui répondent comme ça à chacun des besoins qui ont été manifestés, qui se sont manifestés pendant de nombreuses années. Et avant, techniquement, ce n'était pas possible. Et là, avec Antidote Web, on a plein de solutions qui s'ouvrent à nous. Ça fait des années que je cherche quelque chose comme ça, puis on avait de la difficulté en anglais. Là, tu me dis que Druide aussi. Je savais que Druide avait de quoi en anglais, mais cette particularité web de Druide est sortie, tu me dis qu'elle est sortie depuis décembre. Là. Ah non. Depuis décembre, c'est uniquement la reformulation. D'accord. Antidote Web est sorti il y a longtemps. Attends, il y a 5 ans peut-être? Pour vrai? Mais ça fait bien... Ça fait des années... Ça fait des années. Je vais me faire gronder parce que je ne connais pas mes dates par cœur, là, mais, mais c'est pas ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs... Ah ben, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller discuter avec mes copains conseillers pédagogiques parce que j'avais posé une question il y a quelques années pour aider à la production écrite. Puis je disais, ah oui, mais là, je veux savoir, y a-tu quoi? Parce qu'il y avait sorti une espèce de travail, une espèce de référentiel pour tout ce qui est rapport avec les principes, la mesure 3810. Mais en anglais, je dis, y a-tu de quoi? Puis j'ai eu... on a eu, je sais pas, je vais faire des recherches, mais je vais revenir. Mais là, c'est parce que là, toi, là, tu viens peut-être de me trouver la réponse. Bon. Et puis, quand on a Antidote en anglais, ça a été un travail colossal, mais on a un dictionnaire qui est extrêmement riche. On a 135 000 mots en anglais avec 57 000 locutions, 947 traductions, 1,7 million de synonymes. Donc, on a des ressources en anglais qui n'ont pas à rougir par rapport aux ressources en français. Et on a un moteur de correction qui va faire des bonds très, très importants dans la prochaine édition pour améliorer énormément la correction en anglais. Donc, et en plus, je voulais te dire quelque chose. Tu parlais de l'anglais. Mais j'ai oublié. Oh. Désolé. Ça va me revenir. C'est pas grave. Tu auras l'occasion de me l'envoyer en courriel, là. Maintenant qu'on a un premier contact, là, on aura l'occasion de s'en parler. C'est clair. J'espère bien. Oui, puis ce que je veux faire d'autant plus, c'est que, comme je disais, je vais jaser avec mes copains de l'AFP, là. Pas de l'AFP, de la CP, des conseillers pédagogiques. Là. Fait que je vais leur en glisser un mot. Dire, hey, la question que je t'avais posée, les autres sont très occupés. Là, je dis pas qu'ils m'ont oublié, là, mais je vais dire, hey, j'ai peut-être trouvé une réponse. Fait que ça serait bien là, que peut-être mon centre de service scolaire aille chercher cette sécurité-là avec Druide. Hey. Tu me permets, tant qu'on est sur Antidote Web, je veux juste démystifier un mythe. Il y a beaucoup de gens qui
qui avaient l'habitude d'utiliser Antidote sur leur ordinateur et qui voyaient comment ça s'intégrait dans leur logiciel. Ouais. Et quand ils démarrent Antidote Web, contrairement à Antidote sur son ordinateur, on accueille les gens avec une page blanche où les gens peuvent écrire du texte et c'est littéralement le correcteur qui s'ouvre. En fait, le correcteur est déjà ouvert. Et ce qu'on constate, c'est que les gens voient cette page blanche du correcteur pour mettre du texte et ils pensent qu'avec Antidote Web, ça fonctionne avec du copier-coller. Et c'est là que je reviens avec le début de notre conversation sur l'importance du marketing d'éducation. Et en fait, on doit lutter un peu contre ça et leur dire non. On a un utilitaire qui s'appelle Connectix qui gère les intégrations avec les différents logiciels. Et même si c'est une application info-nuagique qui roule sur un navigateur, ça s'intègre au logiciel natif. Wow. Parce que c'est Connectix qui fait la passerelle entre les deux. Donc, on peut utiliser sans copier-coller Antidote Web à partir d'un document Word, à partir de différents traitements de texte. Et en fait, ce sont les mêmes types d'intégration. On peut appeler Antidote de la même manière. Donc, voilà, je préférais... Je voulais t'en parler parce que c'est souvent une méconception que les gens peuvent avoir sur Antidote Web, mais ça s'intègre comme Antidote. Merci de cette précision. C'est super pertinent. Hey, Jean-Guillaume, on est déjà rendu à la dernière portion de notre balado. Ça a passé extrêmement vite, encore une fois. Chaque fois qu'on parle pédagogie ou de découverte, on dirait que je ne vois jamais le temps passer. J'espère que c'était la même chose pour toi. Je veux savoir, dans le fond, je vais poser des questions en rafale, que c'est des questions peut-être plus personnelles, allons-y. Ouais. On a commencé avec le personnel. Fait qu'on va terminer avec ça. Puis si tu veux intégrer, je ne sais pas si ça s'intègre, là, mais si Druid peut s'intégrer, j'en ai aucune idée. On se lance, puis on verra la suite des choses. Pour toi, là, Jean-Guillaume, l'éducation, c'est? Oula! C'est un défi. Ah oui, j'aime ça. Oui. Raconte. Ben, c'est un défi. C'est quand même... je trouve que c'est un défi parce que malgré ce qu'en disent les politiciens, je trouve que c'est pas suffisamment une priorité dans notre société. C'est un défi parce que on n'a pas assez de ressources dans les écoles pour enseigner. Il n'y a pas assez de ressources pour les enfants pour apprendre. C'est deux perspectives différentes. C'est un défi aussi parce que je trouve aussi... je suis d'une autre génération, j'ai 41 ans. Je vois les plus jeunes leur capacité d'attention, je la trouve plus réduite qu'avant parce que tout est plus facile. Puis l'éducation, c'est quand même un processus qui est dur. Je veux dire, quand je te parlais tout à l'heure, on rentre dans le personnel, mais j'ai travaillé tout un été pour m'améliorer en français. C'était pas facile. Non. C'était, oublie le soleil et la plage, et puis ouvre tes bouquins et travaille. Donc, quand on a et je dis pas que tous les jeunes je les mets pas tous dans le même panier, mais quand même, les téléphones, tout est plus facile, les vidéos s'enchaînent les uns après les autres. C'est tellement plus facile que de lire un livre, que de juste rester devant un écran. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça. C'est un défi. Je le vois aussi avec Antidote. C'est un défi de réussir à amener les gens, par exemple, à apprendre des nouvelles fonctions. On a un blog avec toutes sortes d'articles fantastiques avec des astuces d'utilisation. Mais il faut que les gens prennent le temps de lire. Il faut qu'ils aient la curiosité. Donc, je peux continuer comme ça pour une autre heure sur tous les défis de l'éducation. Wow. Mais naturellement, c'est ce qui me vient à l'esprit. Très pertinent. Jean-Guillaume, ton plus grand succès, c'est quoi? C'est difficile parce que j'ai plusieurs vies, donc ça dépend de ma vie. Je dirais que quand j'étais à l'université, la dictée Éric Fournier, ça a été mon plus grand succès, mon plus beau projet. Ça a transformé ma vie, ça a guidé le reste de ma carrière. Slice Fractions, qui a quand même été une application qui a aidé beaucoup de gens. Et sans blague, j'ai mon cousin très éloigné de France que j'ai pas vu depuis 8 ans. Il m'a écrit il y a 2 jours pour me dire
je me souviens, ma fille de 9 ans aime pas les fractions, aime pas les mathématiques. Je me suis souvenu qu'on s'était vu il y a tant d'années que tu avais une application. Je suis allé la télécharger et maintenant ma fille adore les fractions. Sans blague, je ne l'invente pas, c'est arrivé il y a 2 jours. Ben J'ai envoyé ça à François pour lui dire, regarde, et quand même, ça me fait vraiment plaisir de savoir en plus que c'est appuyé par la recherche, par une recherche autonome qui a prouvé l'efficacité du jeu. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a plein d'enfants qui apprennent les fractions, parce que c'est un concept qui est très difficile. Puis, après, ben, un autre grand succès, je dirais, là, en ce moment, je suis devenu directeur. C'est quand même une chance incroyable. J'ai des gens tellement inspirants avec qui je travaille chez Druid. Puis je vais pas en nommer un parce que sinon j'aurais une liste trop longue. Je vais faire des jaloux. Mais c'est extraordinaire. Et puis après, sur une vie vraiment, vraiment très, très personnelle, bah, c'est mes 2 filles. Mais bon, est-ce que j'y suis pour grand-chose? Je sais pas. Hein? Les choses qu'on ne dira pas dans le podcast. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Jean-Guillaume? Oh là, t'as des sacrées questions pour finir une entrevue, toi. T'aurais dû commencer avec ça. Mon plus grand apprentissage. Écoute, je sais pas si c'est le plus grand. Je vais t'en donner un et puis ça vaut ce que ça vaut. Oui. C'est l'altruisme. Donc, la capacité de se mettre à la place des autres. Ça peut même être dans la négociation d'un contrat. C'est de voir, OK, mais pourquoi ça coince? Si je me mets à la place de cette personne-là, comment elle voit cette relation d'affaires, cette situation? Quand on parle avec des collègues de travail, si on se dit, mais pourquoi c'est pas une priorité telle chose pour lui? Ça l'est pour moi, mais pas pour lui. Et si je me mets dans sa perspective, ça me permet de mieux comprendre. L'empathie. J'ai dit altruisme, mais c'est l'empathie. Je me trompe même dans mon vocabulaire. Mais c'est cette capacité-là de se mettre à la place des autres. Là, tu vois que j'ai besoin du dictionnaire antidote en toutes circonstances. Ouais, je pense que si on était capable de le faire plus souvent, ouais. Et puis il y a des conflits internationaux en ce moment qu'on voit un peu partout sur la planète Terre, des conflits politiques, ouais. Mais si on était capable comme ça de toujours se mettre à la place des autres, je pense qu'il y aurait moins de conflits et puis il y aurait plus de collaboration. Tu touches un beau point. Une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis dis-moi pourquoi. Un impact positif dans ma vie. Est-ce que ça serait ton prof que tu as eu à Outremont, disons? Alors, c'est drôle que tu le dises. Ma première réaction, ça a été ça. Ensuite, j'ai tout de suite pensé à Éric Fournier. Ouais. Ensuite, j'ai pensé à ma conjointe, quand même, qu'on est ensemble depuis 20 ans. Wow. Bravo. Et là, à André Dorsonance, chez Druid, qui m'a invité à travailler avec lui. Il y a beaucoup de personnes, je pense pas que... C'est parce que tu as des questions absolues, hein? C'est toujours le plus grand, le plus... La vie n'est pas comme ça, hein? Effectivement, la vie n'est pas comme ça, mais c'est... Pourquoi je pose cette question-là? Parce que souvent, c'est la première image qui vient qu'on parle. T'sais. Fait qu'on n'est pas dans le jugement de savoir si c'est la meilleure. C'est biaisé par la conversation que j'ai eue avec toi. Parce qu'on n'aurait pas eu... Tu m'aurais posé la question en début d'entrevue, j'aurais peut-être pas dit Gérald Coutu. Mais là, forcément, le cerveau, lui, il fait des liens des fois là où il n'y en a pas. Donc, je suis pas mal sûr qu'il y a un biais. On en reparlera. Celle-là que tu n'aimeras pas non plus parce que c'est encore dans l'absolu. C'est une autre question. As-tu un livre que toute personne devrait lire? Ah oui, ça s'appelle... non, j'allais dire le dictionnaire d'antidote. Un livre que toute personne devrait lire... Tu sais, mettons un livre... Les gens, je pense que c'est la question qu'ils détestent le plus. En fait, un livre qui a un impact que tu aimerais partager, ce serait peut-être plus facile à demander. Non, mais c'est pas un livre. Est-ce que je peux dire si c'est pas un livre? Ah oui, vas-y. OK. Et là, il me reste quoi? 60 secondes? Ou Ah non, vas-y. Il me reste encore 2 autres questions. J'ai vécu un sacré déchirement quand j'étais à la fois chez Lulab et chez Druid. OK. Parce que
j'étais employé chez Druid avec la sécurité, un bon salaire. Ouais. Et j'étais entrepreneur autonome avec toute la liberté. J'étais cofondateur du... J'avais les deux avantages. C'était extrêmement difficile de choisir entre les deux. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Alors, est-ce que tu prends le risque et avoir la liberté et puis pouvoir, tu sais, être fier de ton projet à 100% ou bon. Alors, c'était une période très difficile. J'ai consulté une psy pendant quelques semaines pour essayer d'éclaircir ma tête par rapport à tout ça. Et j'ai une lecture, d'ailleurs, je l'ai publié 2 fois sur mon profil LinkedIn. À chaque année, je le repartage pour la communauté avec les résolutions de bonne année. Et ça a été une lecture, un article qui a fait que j'ai trouvé on va dire, le sens de ma vie ou qui m'a aidé à choisir. Et cette lecture-là, alors je le mettrai, peut-être, je te renverrai le lien, peut-être que tu mettras un truc. Il disait, la question, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ah, je veux être musclé, être riche, avoir une famille épanouie, et puis ci, puis ça. La question, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Ça vaut rien du tout, parce que tu peux toujours répondre tout ce que tu veux, mais alors, ça change quoi? La vraie question, c'est quelle souffrance suis-je prêt à endurer pour obtenir ce que je veux? Ah, tu veux être musclé? Oui, mais est-ce que tu es prêt à faire des heures de salle de gym? Dans mon cas, comme vous pouvez le voir, je choisis de ne pas avoir de gros muscles parce que je ne suis pas prêt à la souffrance des salles de gym. Ah, tu veux être super riche? Oui, mais est-ce que tu es prêt à travailler 70 heures semaine et à faire des sacrifices avec ta famille? Est-ce que tu veux un équilibre travail-famille? Oui, mais est-ce que tu es prêt à sacrifier, par exemple, ta carrière? Et c'est pour ça que cet article était si marquant pour moi, c'était la question, quelle souffrance on est prêt à endurer? D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas beaucoup de profs qui se posent cette question-là. Mon Est-ce Dieu! que je suis prêt à endurer le mot souffrance est un peu fort, mais dans certains cas, il y a des journées, on le sent, là. Oui. Est-ce que je suis prêt à endurer cette souffrance-là pour réaliser mon rêve, qui est d'enseigner, d'éveiller les enfants, de leur faire découvrir le monde? Et puis, voilà, c'est une question la réponse, généralement, elle vient vraiment de l'intérieur. Et elle guide pas mal la vie. Est-ce que c'est the most important questions of your life? Ah, je sais Parce pas, que je suis présentement sur ton profil en ce moment pendant que tu parles. C'est exactement ça. Okay, the most important question of your life. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est sur ma page de blog, c'est je vais l'ajouter pour que les gens puissent le lire. Ce serait une super belle idée. Faites attention, hein, parce qu'après cette lecture-là, ça peut changer votre vie. Hein. Okay. Dans mon cas, j'ai fait cette lecture-là. J'ai dit au revoir à ma psy. Et puis, je me suis donné un peu de temps de réflexion et j'ai dit à mes associés, pour moi, l'aventure est terminée. Ah, mon Dieu. OK. Je vais le lire. Ça... parce que je suis un éternel curieux, comme je t'ai dit précédemment, mais d'autant plus que je le dis, je ne sais pas combien de temps je vais tenir encore à faire ce travail-là qui est à la fois extraordinaire et à la fois très, très demandant. Fait que je ne sais pas si je vais continuer encore longtemps. J'ai l'impression qu'au moment où on se parle, Jean-Guillaume, je suis à la croisée des chemins. Fait qu'on va voir ce que la vie va me donner. Mais ce que je peux déjà dire, puis ça a un grand rapport avec mon balado, c'est que là, je trippe ma vie en jasant avec des personnes allumées comme tu l'es. Fait que je suis très heureux. J'ai deux questions. Ceux-là sont moins absolus, sont plus faciles. Ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école? À quel âge? Pas dire à l'école primaire. À l'école primaire? Oui. Certainement pas le français. Je faisais trop de fautes dans mes dictées. J'aimais beaucoup, peut-être étonner les gens, mais la géométrie. Gérald Coutu nous a proposé un défi que j'ai adoré. Peut-être que ça va inspirer certains profs qui m'écoutent. Il nous avait donné une règle sans graduation, okay, avec un compas. Et il nous avait donné comme défi, tracez-moi un carré parfait
seulement avec une règle non graduée et un compas. Parce qu'en géométrie, il y a moyen de tracer deux droites parfaitement perpendiculaires avec un compas. Et j'avais trouvé ça extraordinaire comme défi. Pour une fois, ce n'était pas un exercice de manuel et tout. Ouais. Et on était tous là, les 30, à essayer de trouver. Et je me souviens, j'ai oublié son nom de famille, il y avait un enfant qui s'appelait Eric. Il était très, très intelligent. Et il avait trouvé l'astuce pour tracer des angles droits avec un compas et une règle. J'ai trouvé ça formidable. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la géométrie. Et puis, en seconde, aussi l'histoire géo. Mais, ouais, au primaire, c'était ça. Quand tu étais à la petite école primaire, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Au primaire? Non, attends. Ma propre mère est allée voir Gérald à la fin du... Vas-y, ouais. Je pense que Jean-Guillaume, il est bête. Et puis, mon professeur avait simplement dit, non, rassurez-vous, il n'y a juste pas de méthode de travail, c'est tout. Oh. Mais ça va aller. C'est vrai. Et ma mère ensuite a embauché une tutrice qui, pendant ma première année du secondaire, elle faisait les devoirs avec moi. Ça m'a permis de me structurer. Et alors, autant j'étais cancre, j'étais pas très bon au primaire. Et puis, autant après ça, au secondaire, ça a changé. Et puis, à l'université, ça a beaucoup changé. À l'université, c'était l'inverse. J'avais vraiment... je performais vraiment beaucoup. Mais peut-être que c'est même juste cette tutrice qui m'a permis de bien m'aligner. Des fois, ça tient un peu de choses, hein. Qui est cette tutrice, excuse-moi? Elle s'appelait Véronique. J'ai oublié son nom, mais je l'ai revue quelques années plus tard et on a perdu contact. Mais je pense qu'il y a des membres EdTech qui sont succès scolaire. Ils ont toutes sortes de gens qui aident comme ça avec des tuteurs, des gens qui font du tutorat et tout ça. Et ça peut être utile pour justement donner le petit accompagnement de plus. Je sais même pas c'est quoi ta question au début. Je me suis perdu dans mes explications. En fait, si c'était un cancre ou un aigle. Oui, j'étais un cancre très, très mauvais en français. Et après, c'était à la fin, au cégep, je suis tombé malade. J'ai été hospitalisé pendant une longue période et j'ai manqué pendant cette période-là les fonctions mathématiques. Oh. Quand je suis revenu à l'école, j'avais des bonnes notes en maths, mais quand je suis revenu à l'école, j'avais pris tellement de retard que je suis devenu un cancre en mathématiques. Ah. Et la beauté de l'histoire, c'est que le cancre en français et le cancre en mathématiques, il a fait un jeu vidéo pour apprendre les fractions et il travaille chez Druid avec un produit, avec un logiciel d'aide à la rédaction. Donc, tout est possible. Hein? Oh, wow. Hey, Jean-Guillaume, merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. C'était un moment fort agréable de discuter de pédagogie avec toi. Ça a été un plaisir partagé.